suite, au cours d'un briefing presse animé conjointement entre le ministre de la Justice et garde des Sceaux et son collègue de la communication et médias, Guillaume Ngeffa, déclare nul et sans effet les actes de justice posés par l'AFC M23. À l'Assemblée nationale, la plénière tenue mercredi a déclaré recevable les pétitions visant 5 membres du bureau, y compris son président Vital Kamerhe. Les détails dans ce journal. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette grande édition du journal au cours d'un briefing presse animé conjointement entre le ministre de la Justice et garde des Sceaux et son collègue de la communication et médias, Guillaume Ngeffa, déclare nul et sans effet les actes de justice posés par AFC M23. Je vous laisse suivre le ministre de la Justice dans cet extrait choisi par Divine Pika. C'est que la responsabilité de l'administration de la justice dans un pays revient au pays. Il y a même des jurisprudences qui le reconnaissent. Si je veux, je peux me référer aux décisions de la Cour internationale de justice qui a reconnu que les actes posés par les groupes rebelles dans un territoire sont de nuls et de nuls faits, puisque ce n'est pas posé par l'État. Et donc, la nomination des magistrats revient à l'État. Et je ne vois pas pourquoi on peut polémiquer, même sur cette question de M23 qui nomme des magistrats, ainsi de suite. C'est le Conseil supérieur de la magistrature qui fait cela, et je ne vois pas qu'ils ont cette compétence. Donc pour moi, c'est même un non-débat. Mais cependant, dans le cadre du gouvernement, le gouvernement va prendre une ordonnance déclarant nul et de nuls effets tous les actes judiciaires, administratifs et autres posés par ces groupes en violation de la Constitution. Et nous avons déjà aussi, je crois que si ma mémoire ne trahit pas, parce que je viens d'arriver, dans le cadre foncier, il y a eu déjà une ordonnance qui déclarait nul et de nul effet les actes qui ont été posés pour attribuer des concessions de façon illégale à des groupes. Le gouvernement de la République démocratique du Congo envisage d'améliorer les lieux de détention à travers toute l'étendue du territoire national. Suivez encore une fois de plus le ministre de la Justice et garde des Sceaux dans cet extrait que nous vous proposons. La réalité est que la situation de nos compatriotes qui sont en détention est très alarmante. Je donne juste un exemple. Dans la seule prison de Kassapa, qui a été construite depuis avant l'indépendance, qui héberge aujourd'hui plus de 2600, entre 2000 et 2600, 2700 détenus, on a prélevé 800 cas de tuberculose. Vous voyez, ça, ce sont des informations qu'on ne peut pas, à partir de Kinshasa, connaître. Et il y a à peu près aussi 1800 et quelques d'autres détenus qui sont en train de recevoir le traitement préventif. Le seul cas de cette promiscuité, la promiscuité dans les lieux de détention aussi est un problème. Et je pense qu'il y a lieu de considérer que nous pourrions avoir un programme d'urgence pour nous assurer que les compatriotes, et ça je l'ai dit aussi aux détenus, que les compatriotes qui sont détenus ne puissent pas être considérés comme des personnes qu'on envoie au mouroir. Nous devons nous assurer que ces personnes-là sont réinsérées dans la société. Je me suis aussi rendu compte que dans nos lieux de détention, ils sont confrontés à beaucoup de problèmes. En dehors des maladies, mais il y a aussi la promiscuité en termes de détention, parce que vous trouvez des enfants avec leur mère,
les femmes et les hommes dans une promiscuité insupportable. Et ça nécessite que nous puissions avoir un programme d'urgence pour adresser cette question et penser à reconstruire les détenus. Dans le cadre de son programme d'itinérance, la première ministre Judith Suminwa est arrivée le mercredi 7 septembre à Kalemi, dans la province de Tanganyika, par l'aéroport national de Kainda. Commentaire avec Agathe Miezi. Dans la suite du gouverneur, c'est toute la ville de Kalemi qui s'est mobilisée pour réserver un accueil convivial et chaleureux à la première ministre. Dès les premières heures de la journée, les forces vives se sont ruées à l'aéroport et dans ses alentours. Dans la ville, les rues sont brandées aux couleurs éclatantes, des banderoles, affiches et drapelés souhaitant fièrement Karibu Kwetu Tanganyika, bienvenue chez vous au Tanganyika, à celle qu'on surnomme ici la princesse de paix, Mamani Mama. En effet, pour les Kalémiens, c'est une visite porteuse d'espoir qu'effectue Judith Suminwa dans leur contrée, confrontée à plusieurs défis qui ralentissent son développement. Dans son adresse, Judith Suminwa a invité la population des Kalémi à soutenir les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Congolais nyonso tu o ayebi ke kombo na ye ezali Congolais. Mwasi mobali elenge foto telema pona nini banguna o bazoya koyela biso balingi tozala calme te balingi totonga mboka na biso te tolobi tokosala nini barrage bango te il faut to barrer bango nzela parce que mabele oyo eza ya biso eza ya bakoko na biso bango te. Pour cette étape de la province lacustre, la première ministre se fait accompagner de ministres en charge du plan et de la coordination de l'aide au développement des infrastructures et travaux publics et du travail. Les députés nationaux et sénateurs originaires et élus de cette partie du pays ont également été associés. Restons dans ce même chapitre. La première ministre séjourne depuis le mercredi à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Judith Suminwa poursuit ainsi dans le sud-est du pays son programme d'itinérance dans les provinces, après avoir communié avec la population locale. La chef du gouvernement est descendue sur le terrain pour voir l'état des infrastructures. Suivez. C'est à la place Lubungo, à bord d'une pelletesse, que la première ministre Judith Suminwa a lancé les travaux de réhabilitation du boulevard Lumumba, épine dorsale de la ville de Kalemi, qui s'étend sur une longueur de 12,5 km. La réhabilitation de cette chaussée est d'autant plus importante pour la vie économique de la région qu'elle est connectée à deux routes nationales, la RN5 et la RN33. Ainsi, elle permet d'approvisionner en biens essentiels les autres provinces voisines, notamment les Hauts-Lomami, les Lualaba, Haut-Katanga, avec la possibilité d'aller vers les Maniema et l'espace Kasaï. Le boulevard Lumumba a également une vocation touristique étant donné qu'il longe les lacs Tanganyika. Les travaux ainsi lancés seront exécutés grâce au financement du programme Sino-Congo sous la facilitation de l'Agence congolaise des grands travaux. Après les infrastructures routières, la première ministre s'est penchée sur le port international de Kalemi, poumon économique de la région, aujourd'hui en perte de productivité à cause des dégâts causés par les montées des eaux du lac Tanganyika. Judith Suminwa a sillonné les différents compartiments de ces hauts lieux de négoce, découvrant des visu les conditions difficiles dans lesquelles les agents portuaires et les commerçants y travaillent actuellement. Pour la patronne de l'exécutif central, la réhabilitation de ces ports devient plus qu'urgente. Elle a annoncé le début prochain des actions de réhabilitation de ce port économiquement stratégique. Il faut rappeler que le gouvernement a signé récemment un contrat public-privé avec une firme chinoise pour la modernisation de ces ports, dont la première phase des travaux coûtera un peu plus de 70 millions de dollars américains.
Changeons de chapitre à l'Assemblée nationale. La plénière tenue mercredi a déclaré recevable les pétitions visant 5 membres du bureau, y compris son président Vital Kamerhe. Suivez. Convoquée ce mercredi 17 septembre 2025, la deuxième séance plénière de la session ordinaire de septembre avec une seule matière inscrite à l'ordre du jour, la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner les pétitions visant 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale. Sont concernés Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, rapporteur, Dominique Inamizi, rapporteur adjoint, Chimène Polipoli, questeur et Grace Nehema, questeur adjoint. Conformément à l'article 31, alinéa 4 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, c'est le premier vice-président, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï, qui a dirigé cette séance. Dans son propos liminaire, il a procédé à la lecture d'une note technique émanant du service administratif de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour ayant été réqualifié en examen de pétition, un premier débat a surgi sur la procédure à adopter. Lire les pétitions en plénière comme le veut la tradition parlementaire ou les envoyer directement en commission pour traitement. Un second débat a suivi, cette fois-ci sur la nature de la commission à mettre en place. Une commission unique ou plusieurs commissions, certains députés estimant que chaque pétition étant individuelle, elle devrait être examinée séparément. Entre ces confrontations, quelques élus ont rappelé que la situation sécuritaire à l'est du pays devrait primer sur toute autre préoccupation, estimant que la recherche de la paix méritait plus d'attention que la déchéance de certains membres du bureau. Après débat et délibération et sur base de l'article 31, alinéa 6 du règlement intérieur, l'Assemblée nationale a décidé de confier l'ensemble des pétitions à une seule commission spéciale et temporaire. Cette commission aura pour mission d'auditionner toutes les parties concernées et de présenter son rapport à l'Assemblée plénière dans un délai de 72 heures. Les questions liées à la recevabilité des pétitions, aux revendications des pétitionnaires ainsi qu'aux moyens de défense des membres du bureau seront donc examinées exclusivement en commission. À l'issue du dépôt séance tenante de la liste de représentants de groupes parlementaires appelés à y siéger, la dite commission débutera ses travaux le jeudi 18 septembre. Autre chose décédée le 8 août 2025 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, alors qu'elle revenait de ses vacances parlementaires. La députée Sophie Kakouji Yumba a totalisé 40 jours dans l'au-delà. La cérémonie organisée le mercredi 17 septembre en la résidence familiale marque la levée définitive du deuil de la défunte Sophie Kakouji. Commentaire. Cette messe d'action de grâce en hommage à l'honorable Sophie Kakouji Yumba a eu lieu en la résidence familiale afin de prier pour un repos éternel sur sa servante. Les membres de famille, collègues, amis et connaissances et autres invités de marque n'ont pas manqué de rehausser à leur présence à cette occasion. Dans son homélie, l'abbé Aimé Lusambo de la paroisse Marie-Reine des Apôtres a exhorté les uns les autres à faire que du bien sur cette terre des hommes pour que leurs œuvres parlent et marquent les esprits même après la mort. Étant chrétienne, maman Sophie Kakouji a fait sa part et aujourd'hui nous prions pour elle pour que l'Éternel l'accueille dans sa félicité. Prenant la parole au nom de la famille, Cathy Kakouji a eu 2 mots justes pour dire merci à l'assistance de leur accompagnement durant cette épreuve dure. Cette cérémonie a marqué la levée définitive du deuil de l'honorable Sophie Kakouji Yumba, défunte épouse de l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Philémon Patience Mouchidiav. Le secteur de la vie nationale est au rouge, a déclaré Justin Bahati, coordonnateur de la société civile, jeune composante de la RDC, après un constat fait face à la vie politique. Il est au micro d'Agathe Miesi. Je l'ai toujours dit, le pays est en secousse parce que nous avons une crise sécuritaire dans une grande partie de la République. Nous avons un gouvernement qui a été mis en place malheureusement, qui aura du mal aussi, j'espère, à fonctionner dans les mêmes contextes. Et donc, la vie politique du pays est incertaine. On fait semblant d'être en bon état, mais ça ne marche pas parce que ça crépite partout. Éboulement de terre à gauche. Ici, là, les pluies vont encore reprendre. On va encore enterrer les morts. Donc, vraiment, les problèmes sont multiples. Les embouteillages, n'en parlons même pas. Le secteur de la vie nationale est vraiment au rouge. C'est une interpellation aux dirigeants, les gens qui ont mandat de réguler ou d'orienter la politique de la République, de bien vouloir faire l'essentiel parce que rien ne va dans tous les secteurs, secteur d'emploi, secteur d'infrastructure, dans le secteur de sécurité, même dans la rémunération des agents, même dans des conditions de droits de l'homme.
les choses sont au rouge. Il faut vraiment des mesures très efficaces pour que les gens puissent sortir de ces chaos. Et donc, c'est une interpellation aux gens qui ont mandat de diriger le pays, mais aussi une interpellation à la population congolaise d'être exigeante, de soulever leurs mains, de secouer les autorités, de les coincer, pourquoi pas même de manifester, pour que quand même nous revenions sur la raille normale. Sinon, en tout cas, rien ne va aller au marché. Vous me direz le prix de ce que vous avez acheté l'année passée. Ce sont des indicateurs qui prouvent l'évolution d'une nation. Les taux de change, les prix du transport dépendent de chaque chauffeur. Vous pouvez acheter un chou à 20 à 10 000 francs, l'autre l'achète à 15 000. Une instabilité de prix sur le marché, un désordre orchestré dans le secteur de la vie nationale. Voilà le cliché de la République, on ne peut pas se le voiler. Et il faut quand même que ça se corrige. Nous espérons qu'avec quelques figures peut-être qui ont intégré le gouvernement, elles vont apporter un nouveau souffle. Voyons voir avec le temps. Rendons-nous à Ituri où, après l'étape du contrôle des sites miniers dans le territoire d'Idjougou, c'était le tour du territoire d'Irumu, ces chantiers miniers récupérés et fermés par l'administration militaire dans cette province à la suite des opérations ont été inspectés par une commission de contrôle. Reportage de Naomi Katap. Au total, 4 sites miniers en groupement Babo-Abokoé en territoire d'Irumu ont été contrôlés par la commission de réglementation mise en place par les gouvernants militaires après la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie de l'Ituri. Objectif, palper du doigt les niveaux de dégradation environnementale causés par ces exploitations, récolter les statistiques des productions dans les mesures de traçabilité des produits miniers. Primo, site dénommé mondial dans la région des centrales Solenyama. Segundo, Kinama. Tertio, Gold Mining. Quarto, site El Giré. La commission s'est également déportée dans les groupements des Cabarolais. Premier constat, ce site dénommé Mapendo est situé dans une zone à conflit des limites. Ici, le troisième site a gravement déplacé les lits de la rivière Chari, provoquant un conflit coutumier, une destruction flagrante de l'écosystème énervant les dispositions légales. Je n'avais aucun rapport. Là que nous travaillons, ils travaillent ici et même de l'autre côté, mais sans aucun rapport. En principe, on devait se partager le rapport. Mais je me suis rendu compte que j'étais isolé. Je voulais remonter cela à la hiérarchie, car je me suis rendu compte que je n'avais aucune importance, car n'ayant aucun rapport. Nous allons lui signifier pour permettre à ce que le décret encore une nouvelle mesure pour nous permettre d'aller partout. Le contrôle de toutes ces coopératives utilisant les enjeux lourds vise à mettre fin à la mafia et à l'économie criminelle qui gangrène ces secteurs, un désir profond du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny, pour que le peuple iturien profite de leurs richesses, un moyen plausible pour le retour de la paix. Rendons-nous au Sud Kivu où le ministre délégué en charge des anciens combattants près du ministre de la Défense nationale, Eliezer Tamboué, a rappelé dans la ville d'Ouvira, au Sud Kivu, les rôles historiques de l'armée congolaise et a appelé à la reconnaissance internationale. Suivez Eliezer Tamboué. Comme vous savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'a cessé d'honorer et de soutenir le militaire parce que ce sont ces vaillants combattants qui font ce que nous puissions avoir la paix que nous avons, bien que partielle, compte tenu de l'agression actuellement. La meilleure façon de motiver ceux qui s'engagent pour la défense de la patrie, c'est d'honorer ceux qui sont passés, ceux qui ont vécu. Voilà pourquoi, Ouvira étant la ville de la résistance, il fallait honorer ces vaillants dignes fils du pays, du nom de Michel Mbavu Dogo, Mbavu Moya comme on l'appelait. C'est d'un fils de Fizi qui s'est battu et qui a montré de quoi les Congolais sont capables. Aujourd'hui, on peut croire que l'armée congolaise est faible, c'est par manque de connaître l'histoire. Grâce à l'armée congolaise, le Rwanda existe, l'Ouganda existe, la Tanzanie existe, et l'Éthiopie existe. Même la Belgique a été sauvée par cette armée, cette force publique. Le mal est que nous enseignons peu l'histoire du pays. Les Italiens ont été battus par l'armée et la force publique. Les Allemands, la même chose.
Et cela veut dire qu'aujourd'hui, si nous estimons que l'armée congolaise est faible, et si c'est trompé, ce n'est pas connaître l'histoire. Mettez les Congolais dans les conditions, ils vont vous montrer de quoi ils sont capables. En sport, à 20 jours de la prochaine rencontre de Léopard de la RDC, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026, les débats autour des compétences du sélectionneur congolais Sébastien Desabre continuent de faire polémique. Suivez les détails dans cet élément que nous propose Roméo Mamba. À 3 semaines des 10 dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les critiques autour de la gestion du sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre se multiplie et s'intensifie même. Pourtant, considérés comme les moyens de cette sélection, succédant Hector Cooper et Christian Tsengui qui n'ont pas du tout convaincu. Mais lui, à son arrivée en 2022, fera taire toutes les contestations, offrant ainsi une qualification historique à la RDC à la phase finale de la CAN 2024, alignant 5 victoires et 1 match nul en 6 sorties aux éliminatoires qui plaçaient les Congolais leaders du groupe au terme de cette campagne qu'ils étaient pourtant derniers avec 0 points à la 2e journée. 4e à la dernière CAN et qualifié pour la prochaine édition dès la 4e journée avec 4 victoires consécutives, c'est bien et c'est à féliciter. Mais l'absence d'un fond de jeu précis et surtout l'absence de battre les grandes nations rendait de plus en plus sceptique l'opinion publique sur l'avenir. Et la restante défaite contre les Lions de l'Eteranga du Sénégal, à domicile après avoir mené 2-0, sera alors la goutte d'eau qui va renverser les vases. Car la RDC n'a plus entre ses mains le destin de se qualifier au prochain mondial. Les uns pensent que ce n'est qu'un incident de parcours et qu'il va vite se rattraper. Les autres, par contre, parlent d'une limite accrue de vision de jeu et qui pourrait coûter cher aux Léopards aux prochaines échéances. Parce qu'il faut rappeler qu'avec tous les moyens mis à sa disposition, il n'arrive pas toujours à faire mieux que Jean-Florent Ibenge qui était jugé incompétent, qui travaillait pourtant dans des conditions approximatives. Alors, faudra-t-il faire revenir le coach Android ou laisser Desabre aller au terme de son contrat? Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, les rappels des titres. Au cours d'un briefing presse animé conjointement entre le ministre de la Justice, garde des Sceaux, et son collègue de la communication et médias, Guillaume Ngefa, déclare nuls et sans effet les actes de justice des AFC M23. Vous venez là de suivre les détails dans ce journal. À l'Assemblée nationale, la plénière tenue mercredi a déclaré recevable les pétitions visant 5 membres du bureau, y compris son président Vital Kamerhe. Vous venez de suivre tous les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi.